Arnaud Fraisse, je suis le fondateur de Secouristes sans frontières. C'est une ONG que j'ai créée en 1978 avec pour vocation d'aller sauver des gens sous les décombres lors de tremblements de terre. Depuis, nous avons élargi notre champ d'action au tsunami, aux cyclones et maintenant, aujourd'hui, nous avons créé une équipe médicale, donc Secouristes sans frontières Medical Team. Hervé Roy, je suis médecin urgentiste. J'ai intégré Secouristes sans frontières en 2000 et au sein de Secouristes sans frontières, j'ai créé l'antenne médicale en 2002. Initialement, l'objectif était de répondre aux normes de l'ONU qui recommandait effectivement d'avoir des équipes médicales au sein des équipes de sauvetage d'éléments avec 3 objectifs. Effectivement, assurer la prise en charge médicale des victimes dégagées des décombres, assurer les soins auprès des populations locales, puisque dans une catastrophe, il y a à la fois les personnes coincées sous les décombres ou effectivement qui sont impactées par le tsunami, mais il y a tous les gens qui sont autour, qui ont des pathologies ou des plaies plus ou moins sévères. Et puis enfin, 3e objectif, assurer la sécurité des équipiers. Docteur Emmanuel Barra, médecin d'SOS Médecins, président de la commission Action Humanitaire SOS Médecins France. Depuis 2004, nous avons créé donc cette commission Action Humanitaire SOS Médecins France où nous pouvons recruter parmi les 1200 médecins d'SOS Médecins France. Nous avons signé donc un partenariat assez fort avec la nouvelle structure de Secouristes sans frontières Medical Team. Aujourd'hui, nous avançons pour une certification Emergency Medical Team de niveau 1 auprès de l'OMS. C'est-à-dire que nous serons en capacité de prendre en charge au moins 100 personnes par jour pendant au moins 15 jours. Ça veut dire un dimensionnement en termes de matériel, en termes de médicaments, en termes d'équipes médicales et paramédicales pour pouvoir répondre au mieux à cette demande. Alors, dans un premier temps, moi je vous présente spécifiquement l'accueil et le tri des patients. Donc il faut imaginer que vous avez une population importante qui attend à l'extérieur, donc des gens qui ont des pathologies diverses et charge à nous d'évaluer la situation. On a un tri qui se fait ici avec des gens qui se présentent. Une équipe réduite médecins, infirmières qui vont évaluer sommairement avec un examen clinique rapide la situation des patients. Vous avez des patients qui vont être en situation très grave, d'urgence vitale. À ce moment-là, ils auront un bracelet rouge. Vous allez avoir des gens qui vont avoir une situation beaucoup plus bénigne, qui peuvent attendre une prise en charge et ils auront un bracelet vert. Et vous avez des bracelets jaunes qui correspondent à des personnes qui sont un petit peu entre deux et qui peuvent évoluer et qu'il faut réévaluer régulièrement. Quand ces personnes ont été prises en charge pour le tri, elles vont être enregistrées au niveau du secrétariat sur une base de données informatique avec leur nom, le village d'où ils viennent. Et ensuite, ils vont attendre ici dans la mesure où ce n'est pas une urgence vitale qui, elles, vont aller directement au poste de prise en charge de réanimation. Toutes ces données qui vont être récoltées au niveau du secrétariat sont des données qui sont absolument indispensables pour le suivi de la mission elle-même en temps réel, mais aussi a posteriori pour dégager des chiffres statistiques et comprendre un petit peu comment a été la prise en charge et éventuellement transmettre ces données à d'autres institutions ou d'autres structures qui feraient le relais après nos interventions. Je vais vous présenter l'unité d'urgence vitale qui accueille les patients triés comme urgence vitale par la zone de tri. Nous allons médicaliser et stabiliser ces patients dans le but de les transférer secondairement dans des unités médicales de niveau supérieur, EMT2, EMT3 ou hôpital local. Donc nous avons plusieurs possibilités d'accueil des patients.
des unités, des instruments de diagnostic, plusieurs échographes, des appareils de surveillance multiparamétrique, possibilité de faire des électrocardiogrammes, des surveillances scope tensionnelles, des équipements de ventilation, de mise en place d'abords veineux et vasculaires et prise en charge de fractures et autres traumatismes de membres. Dans ce box d'urgence vitale, la prise en charge est faite médicale et paramédicale. Donc on a un binôme médecin-infirmier au niveau de ce box. Nous avons au niveau spécificité de ce poste-là une prise en charge au niveau oxygène. On est en capacité donc de pouvoir fournir de l'oxygène à notre malade avant dans le terme de conditionnement, avant l'évacuation. Au niveau sanitation du box, poste de lavage de mains et éventuellement également tout ce qui est dasserie, donc déchets de soins dans notre prise en charge. À la suite du traitement des patients par le tri, qui répartissent en fonction de l'urgence de la prise en charge, pour tous les patients qui sont dans la catégorie non urgente, donc avec un bracelet vert ou à surveiller avec un bracelet jaune, ils arrivent ici, donc dans la zone d'urgence relative. Ça va correspondre donc aux pathologies telles que les traumatismes ou les hémorragies non abondantes, mais ça peut aussi être des grossesses sans complications. Donc c'est un panel de pathologies très large. Je vais vous présenter le matériel que l'on peut retrouver dans l'unité d'urgence relative. Donc déjà, un point d'eau pour pouvoir se laver les mains, nous, l'équipe médicale et paramédicale. On a également 3 lits d'accueil pour pouvoir accueillir 3 patients. Derrière, on va retrouver tout notre matériel avec un sac médecin. Et également sur la table, on peut voir du matériel d'immobilisation avec du matériel également de surveillance, prise de tension, scope et du matériel pour pouvoir poser une voie veineuse si on doit poser une voie veineuse. De ce côté-là, on va retrouver également de quoi faire notre tri de déchets avec les sacs d'ordures ménagères et les sacs de déchets d'activité de soins. Je vais vous présenter l'espace de soutien psychologique qui est dédié pour l'accueil des familles. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc, on a un coin là-bas pour éventuellement accueillir les enfants. Si une famille venait se présenter, on pourrait avoir l'entretien avec 2 ou 3 personnes. Éventuellement, la position pour un traducteur. Et puis là, un coin pour faire encore un petit espace pour faire patienter les enfants. Donc, si un mineur venait à se présenter, il serait enregistré, mais il serait aussi identifié avec un brassard bien particulier et il pourrait être accueilli ici donc par un membre de l'équipe, pas forcément un psychologue, mais ça pourrait être un infirmier, un médecin ou un logisticien et avec un espace qui leur est complètement dédié où on retrouve un point d'accueil avec des jeux pour les petits et puis des espaces qui pourraient être après utilisés par les plus grands. Donc là, je vous accueille dans la pièce qui est dédiée entre autres au secteur médicaments. Donc déjà rapidement un tour de cette pièce. Vous avez ici disons un petit réfrigérateur qui permet de conserver les médicaments sensibles à la chaleur, les maltulipes qui contiennent la grande majorité des médicaments utilisés pendant une mission. Alors la grande majorité des médicaments viennent de l'association Tulip justement. C'est une association qui effectue un recueil de dons de l'industrie et qui les conditionne dans des malles avec 3 types de malles. Une pédiatrique, une adulte et une pour les cas plus graves, réanimation. Et donc ces malles sont stockées tout près de l'aéroport de Roissy, ce qui fait que quand nous partons en mission, les médicaments sont pris au dernier moment avant d'embarquer. Nous avons donc fait une convention avec le centre hospitalier universitaire de Dijon qui nous permet de compléter les produits manquants dans les malles tulipes. Les patients qui ont été vus par les médecins ont un document qui sera informatisé bientôt avec le logiciel patient. Sur la dernière partie de ce document figure le traitement médicamenteux. Nous avons tout simplement des petits sacs qui permettent au plan hygiène de donner proprement les médicaments aux patients. Et pour ces petits sacs, nous avons des étiquettes et donc ces étiquettes sont collées sur les petits sacs avant que le patient ne reparte avec ses médicaments. Il est possible parfois d'avoir des compléments à ces étiquettes pour aider toujours le patient avec la barrière de la langue, en particulier pour lui expliquer la voie d'administration des médicaments, quand on ne peut pas l'expliquer autrement que par des pictogrammes.
Et puis, un document très important pour nous, alors là, c'est plus pour le patient, mais c'est pour l'ensemble de la chaîne du médicament, c'est l'enregistrement des dispensations. Tous ces documents, à terme, rapidement, vont être informatisés dans le logiciel du patient. Et de plus, nous aurons également une possibilité de gérer les stocks pour faire les calculs de sortie de stock au fur et à mesure de la dispensation du médicament. Donc ici, vous vous trouvez dans la zone de sortie, donc c'est le secrétariat de sortie où les patients vont venir à la fin, après être passés par les différents postes médicaux, la pharmacie. Et ici, on va être en capacité de leur donner donc leur dossier de soins pour s'il y a des suites de prise en charge à faire dans les hôpitaux locaux, ils auront une traçabilité de tout ce qui a été réalisé sur les postes ici au sein du poste médical. Et on a également tout synthétisé sur des dossiers informatisés pour répondre donc aux normes de l'OMS. Pour compléter l'unité médicale d'urgence, nous avons donc une morgue et puis nous aurons également une zone d'isolement, d'accord, où tous les patients suspects de maladies infectieuses douteuses pourront être examinés et isolés avec les traitements adéquats. Donc là, on passe sur la zone de vie. On a l'attente logistique avec un certain nombre de matériel à disposition pour pouvoir bricoler, réparer, faire le nécessaire sur le PMA et sur la zone de vie. Ces tentes peuvent accueillir entre 4 et 5 personnes. Voilà, et elles sont éclairées par des lampes solaires. Alors nous sommes ici devant la zone des douches pour le personnel. Donc la douche est composée d'un récupérateur d'eau avec une marche, ce qui permet d'avoir les pieds hors de l'eau sale. Une fois qu'on a pris la douche et qu'il y a de l'eau au fond du récupérateur, on va se munir de la pompe électrique. Voilà, et ensuite le bidon à eau grise sera ramené dans le récupérateur à eau grise pour être traité. Moi, donc, je vais vous présenter le fonctionnement des toilettes. Donc, il suffit de prendre un sac, d'y mettre une feuille de gel pour absorber les liquides. Ensuite, on l'installe sur la cuvette. Une fois que c'est terminé, donc, il faut se désinfecter les mains. On prend des gants. Donc, avec les gants, on retire le sac qu'on peut fermer et qu'on évacue ensuite dans la poubelle. Donc c'est des sacs biodégradables et on peut soit les enterrer si on a fait un trou ou les incinérer. On dispose actuellement de 2 groupes électrogènes qui fonctionnent à l'essence d'une puissance de 2000 watts qui suffit largement aux nécessités du poste médical. On fonctionne sur 2 groupes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un groupe nécessite un entretien ou de remettre de l'essence dedans, on passe immédiatement sur l'autre de façon à ce que l'équipe médicale ne soit pas à attendre qu'on refasse le plein d'un groupe électrogène. Nous disposons d'un incinérateur dans lequel on peut mettre nos déchets et dans lesquels ils vont être incinérés, ils vont être brûlés de façon à avoir une élimination efficace et définitive. On a aussi le point de collecte des déchets avec le tri sélectif, le sac jaune pour le plastique, le rouge pour tout ce qui est métallique, boîte de conserve en l'occurrence, le vert pour le verre, le sac bleu pour les déchets papier et carton, et le noir pour tout ce qui est essentiellement déchets alimentaires. Notre unité de traitement d'eau est composée de plusieurs étapes. Première étape, on procède à une aspiration d'eau impropre via une motopompe. Donc là, on va effectivement pouvoir retirer de l'eau soit d'une rivière, soit d'un étang, soit d'une citerne. Donc une eau impropre à la consommation. Dans un premier temps, on va soutirer 1000 litres d'eau.
Sur ces 1000 litres d'eau, on va procéder à une sanitation d'eau à base de chloration. Cette action se fait environ sur l'espace d'une demi-heure, donc où on fait un brassage et une décantation. Une fois que l'eau est prête au bout d'une demi-heure, on va effectivement faire une aspiration par gravité. Donc là, on a une première distribution d'eau potentiellement pour tout ce qui est douche, poste de main. Il a été complété à cette sanitation d'eau de l'ultrafiltration. Donc de l'ultrafiltration avec un système qu'on appelle le gyro, un passage dans différents filtres. Donc il y a 2 filtres à charbon et 2 filtres à 5 microns. L'eau qui est complètement propre à la consommation va se retrouver dans des citernes d'une capacité de 1000 litres. On est en capacité de fournir 4000 litres d'eau par jour d'eau potable. Alors avant de distribuer cette eau potable, on va faire différentes analyses sur l'eau avant la distribution et avant l'utilisation. Donc on a différentes possibilités de tests à notre disposition, les Escherichia coli, les coliformes, une crème qui nous permet de voir si notre eau n'est pas souillée par hydrocarbures, et enfin toute l'analyse du pH pour notre eau. Au niveau de nos missions depuis 40 ans, nous avons travaillé aussi bien à Mexico qu'en Turquie qu'en Inde. Et l'une de nos grandes dernières missions, ça a été cette mission à Haïti, où au bout de 8 jours, on a réussi à retrouver cette jeune femme vivante dans les décombres d'un supermarché et nous l'avons sauvée. Donc c'est pour nous quelque chose d'hyper important d'avoir des équipiers entraînés qui sont toujours prêts à partir du jour au lendemain, qui sont toujours prêts à aller sauver des vies à travers le monde.